je suis géographe et je suis chercheuse au LATS, mais plus pour longtemps, puisqu'à partir de lundi, je vais quitter cette institution où j'ai pu passer quelques temps à la suite de Jean-Marc, et parce que je suis arrivée après. Et je pars donc à partir de lundi pour la Maison française d'Oxford, donc une autre aventure où je vais étudier les politiques d'adaptation dans ce territoire et les imaginaires qui sont associés. Alors ce travail sur les imaginaires que je suis en train de développer, il est assez loin de l'action publique locale, mais j'ai quand même eu l'occasion d'approcher ça, notamment avec mes travaux sur Londres. Donc j'ai travaillé, juste quelques mots pour dire un peu ce que j'ai pu faire avant, mais j'ai travaillé sur les politiques de régénération à Londres, et en particulier sur les transitions idéologiques, les manifestations spatiales des transitions idéologiques, et notamment le passage entre les gouvernements travaillistes et ce qu'on a appelé ensuite donc, le néolibéralisme, avec l'arrivée de Thatcher. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de lire dans la ville, dans la fabrique urbaine, vraiment de façon très matérielle, en fait, comment cette transition idéologique s'était passée. Et ensuite, j'ai travaillé de la même façon sur la troisième voie, les néo-travaillistes, comment ça s'est manifesté matériellement dans la ville, et puis la transition conservatrice, et je me suis arrêtée juste avant le Brexit. Donc c'est assez loin de vraiment l'action au concret, mais j'ai quand même eu l'occasion de discuter pas mal avec des acteurs locaux, et puis de travailler notamment avec Nicolas Maizetti sur des questions plutôt de financiarisation, d'évolution des territoires sous l'effet des changements de circulation des capitaux, pour le dire assez vite. Mais ce n'est pas à ce titre que j'ai été invitée, mais plutôt au titre de réflexion, comme je le disais, un peu hors piste, mais qui ne sont pas complètement en lien avec ce qui nous occupe. Donc à la fois, je dirais, des mises en récit de lieux, qui est quelque chose que je développe depuis quelques temps et qui va sortir sous une forme publiée bientôt, et puis les récits de science-fiction, les imaginaires des futurs territoriaux. Alors je vais commencer par les mythologies ordinaires. Jean-Marc, dans sa conférence introductive, nous encourage à prendre au sérieux les récits, les légendes qui confinent parfois aux mythes, et à aller déplier nos imaginaires, à se plonger dans des idées ou des mots qui pensent parfois à notre place et qui structurent la pensée. Il y a bien des mythologies territoriales, finalement des grands récits géographiques à déconstruire, mais moi, ma contribution à cet effort, elle est plus modeste, et elle se concentre sur des récits, des petits récits de lieux. Je vais expliquer. C'est un projet éditorial qui s'appelle « Nos lieux communs », qui a émergé à la suite du confinement, en fait, dans cette période un peu particulière pendant laquelle nos géographies, globalement, se sont quand même rétrécies. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en avais fait. Ce rétrécissement soudain de ma géographie, des lieux que je fréquentais. Et le souhait, à l'issue du confinement, au moment du déconfinement, de reprendre attache dans le monde qui, de nouveau, était accessible, mais de reprendre attache en essayant de donner une forme à ce retour, à cette extension de la géographie, en décrivant de nouveau les lieux, et dans un effort un peu, là je théorise a posteriori, mais probablement dans un effort dans cet effort de description, il y avait le souhait de revenir vers des lieux dans leur diversité, et de quelque part refaire de la géographie. Alors ça s'est inspiré un peu des mythologies de Barthes, ces courts textes qu'il avait écrits dans les années 50, en suivant l'actualité. C'était à chaque fois des textes un peu courts, vous les avez peut-être en tête. C'est un recueil d'une 50aine de textes, et qui traitent notamment des mythologies en lien avec la société de consommation, voilà, les détergents, je ne sais pas si vous vous souvenez, la voiture, etc. Il y a des petites réflexions comme ça, à la fois sémiologiques et sociologiques, sur le sens à donner à ces objets, dans le contexte de la France des années 60. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec nos lieux communs. Donc on a réuni à peu près une centaine d'auteurs. On a 120, je vais raconter les inspirations après,
Voilà. Et donc ça ressemble à ça, on a 120 auteurs, non, une centaine d'auteurs, 120 entrées qui partent du plus immédiat chez soi, comment on habite pour aller ensuite dans le coin et interroger les mythologies du local, c'est ce que j'entendais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire de changer d'échelle au-delà du concept dont on est familier quand on est géographe? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait de changer d'échelle? Et ça, on le fait à chaque fois avec des lieux précis. Donc chaque entrée fait quelques pages, 3-4 pages, et est centrée sur un lieu précis, et c'est un récit, donc ce n'est pas une théorie, c'est vraiment un récit ancré de ces différents lieux. Ensuite, on a regardé ce qui fait, comment les lieux en fait, construisent des géographies où on est ensemble, ou au contraire séparés, et je me permets de... faire attention sur la notice de Nicolas, La Tribune, qui est un très très beau morceau de bravoure géographique. Donc c'est un livre de géographie, mais c'est pas un livre de géographe. On s'est pas du tout limité aux géographes. On a des écrivains, des anthropologues, des sociologues, des historiens. Voilà, on est allé bien au-delà des disciplines. J'espère que pour le prochain, on aura aussi des acteurs qui écriront. J'ai eu une discussion très intéressante sur la déchetterie. J'espère que ça donnera quelque chose par la suite. Et ensuite, on est allé vers les lieux. On a aussi intégré des lieux invisibles, les antimondes, en fait, tout ce qui peut-être constitue cette géographie qui est un peu soustraite à... un peu soustraite finalement, voilà, qu'on ne voit pas, qui est cachée, pour terminer avec tous les lieux qui évoquent l'ailleurs. Donc tout ça, ça ne constitue pas vraiment une géographie universelle, parce qu'évidemment c'est infini, en fait, on pourrait rajouter toutes sortes de lieux, mais ça, et par ailleurs ça se lie en fait à chaque fois de façon différente. On peut construire le parcours en fonction des lieux qu'on visite ou voilà, de sa propre actualité. On a vraiment cette volonté de permettre une multitude de récits, voilà, vraiment une pluralisation des récits, de raconter tous ces lieux qui nous constituent et qui nous racontent collectivement, mais sans prétention à une forme d'universel. Et donc pour ça, on s'est inspiré des travaux de Pérec, et en particulier cet ouvrage qui a été publié l'année dernière, où à partir de, il avait déjà eu publié une tentative d'épuisement des lieux parisiens, et il l'a fait de façon plus systématique avec tous les arrondissements de Paris. J'évoque aussi le travail d'Éric Chauvier, qui est un anthropologue qui était vraiment une inspiration très forte pour cet ouvrage. Et donc là, c'est bon. Parmi ces publications, il y a ce travail sur la rocade bordelaise qui avait été commandé par l'agence d'Urba de Bordeaux, et qui est une très très belle anthropologie contemporaine, un récit vraiment du lieu, de la rocade, de sa signification, de son expérience. Et puis on voulait donc aller un peu au-delà finalement de ces expériences qui sont très intéressantes, ces récits de lieux, ces récits géographiques, pour essayer d'avoir aussi une dimension plus collective. Et ça, c'est le travail de Pierre Rosan-Vallon qui nous a un peu montré le chemin pour ça, avec cette très belle collection « Raconter la vie ». Donc nous, on ne voulait pas raconter la vie, on voulait raconter les lieux. Et la dernière inspiration qui rejoint plutôt le thème du colloque, c'est le travail d'Alexandre Laumonier, qui est un éditeur, mais aussi un auteur, qui, dans sa petite maison d'édition Jaune Sensible, a publié ce texte extraordinaire, que moi, personnellement, je trouve assez extraordinaire. En fait, c'est 4 textes, 3, 4, 5 et 6, et c'est 4, le texte de gauche, qui est une biographie d'infrastructure. Donc, dans 5 et 6, il fait parler les machines, et dans 3 et 4, il raconte l'histoire d'une antenne radio en Belgique qui est vendue par l'armée belge et qui est achetée très cher par une société de finances. Et à travers cette infrastructure, en fait, il fait le récit d'une des principales transformations que notre monde a connues dans les 20 dernières années, qui est la numérisation intégrale de la finance, en fait, des transactions financières, et l'émergence du trading à haute fréquence. C'est un des rares cas, en fait, le trading à haute fréquence, d'une numérisation complète. Et c'est assez peu raconté, finalement, en tout cas pas avec un tel talent, en fait, narratif. Et Alexandre Laumonier en fait le récit, le rend accessible, et à travers ce pylône, à travers cette histoire d'une petite infrastructure, raconte avec beaucoup avec un réalisme très intéressant, une partie du monde dans lequel on évolue et dans lequel nos activités s'ancrent.
Voilà, donc ça, voilà pour les inspirations et des formes de science-fiction qui ne sont pas nécessairement des dystopies ou des utopies comme on en parlait hier soir, mais qui sont plutôt des façons finalement d'appréhender le monde contemporain, de mettre l'accent sur certains éléments et de faire parler des éléments matériels de notre monde. Voilà. Donc, pour avancer un peu et arriver progressivement vers les questions de futurs territoriaux. Une des questions, une des questions qui m'intéressait, ou que j'ai essayé de creuser pour la conférence aujourd'hui, c'est de savoir si le futur a encore un avenir. Alors je m'explique. La conférence part d'un constat, d'un étonnement, dans lequel j'ai eu l'impression qu'il y a eu une forme de disparition d'imaginaire des futurs. Et ça a commencé au MIPIM. Je ne sais pas si vous êtes familier peut-être de cette foire. Oui, qui est une foire. Oui, si, c'est une foire. C'est une sorte de foire. C'est un salon. Voilà, c'est un salon immobilier qui a lieu à Cannes chaque année, avant le festival des programmes de cinéma. Alors je note je me suis permis d'indiquer la référence parce qu'on me l'a demandé hier. Donc il y a une enquête qui a été faite, qui a été publiée par un collègue du laboratoire, Antoine Guironnet, qui a fait sa petite enquête sur le MIPIM et qui explique très bien ce que c'est et comment les territoires sont représentés là-bas, en particulier les métropoles, pourquoi elles y vont, etc. Et ce que je trouvais intéressant au MIPIM, donc moi j'ai travaillé sur Londres, pourquoi Londres va au MIPIM, comment ils vont au MIPIM depuis les années 90, comment au MIPIM se construit un récit territorial de la ville, un récit métropolitain, comment cet événement, cette foire, en fait, finalement, cette sorte d'exposition universelle des territoires métropolitains, des villes, donc émerge en fait un récit métropolitain au MIPIM qui a ensuite des effets de cadrage sur l'action publique locale. C'est ensuite repris par les acteurs locaux, ça a des impacts sur la forme des projets urbains, sur la taille, sur le volume. Voilà, il y a cet effet très fort de cadrage, comme disent les politistes, dans cet événement. Et quand je déambulais au MIPIM, il y a eu cette phrase qui revenait tout le temps, enfin régulièrement en tout cas, suffisamment pour que ça m'interpelle, et qui disait, voilà, on va préparer un immobilier qui est future-proof. Donc c'est partout, future-proof cities, future-proof real estate. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être à l'épreuve du futur? Soudain, voilà, l'avenir va arriver, mais sans futur, il n'y a pas de futur. Qu'est-ce que ça... Quel est le sens, en fait, de cette situation? Et quel est ce futur aussi si menaçant qu'on ne souhaite pas qu'il atteigne le présent? Voilà, on ne veut pas qu'il y ait cette forme de présence, d'irruption, finalement, du futur. Est-ce que c'est le futur catastrophé dont parle Patrick Boucheron dans son essai « Le temps qui reste », ce futur qui fait éruption dans le présent, même qui, on pourrait presque dire, qui fait effraction dans la réalité, qu'on annonçait très proche, qu'on attend, dont on se dit qu'il va venir, mais qui fait jamais vraiment partie de l'actualité. Est-ce que est-ce que cette situation qui est future-proof, c'est une situation qui est contractualisée au point où, de toute façon, rien ne peut arriver puisque tout a été défini dans le contrat? Et est-ce que c'est pas finalement une des conséquences de la financiarisation? Est-ce que c'est un futur sous cloche qui est parfaitement isolé de la réalité qu'on a parfaitement préservée? Je ne sais pas. En tout cas, en tout état de cause, c'est un futur assez inquiétant et suffisamment inquiétant pour ne pas être mentionné et pour être considéré comme quelque chose dont on ne veut pas qu'il atteigne le présent. Et donc, ça m'a amené à creuser un peu, par analogie, ces formes de représentation ou de non-représentation, en fait, de ce que j'appellerais un futur défiguré. Alors c'est un motif, là je rebondis un peu sur ce qui a été dit hier soir et j'ajoute un peu des éléments à ce qu'on a raconté sur la science-fiction. Cette science-fiction des années 50-60 qui est très influencée par la perspective d'une menace nucléaire, par l'affrontement des blocs, et qui donne lieu à des formes de science-fiction qui ont été évoquées hier, notamment le repli, le bunker. Voilà, il y a des motifs comme ça qui sont assez récurrents dans ces formes de science-fiction. Et dans la science-fiction climatique, donc ça a été évoqué hier soir, dans la science-fiction, on va dire des 20 dernières années, le futur n'est plus représenté. Donc c'est assez intéressant,
c'est des sociétés qui sont futuristes, mais il y a une forme de défiguration du futur, et je vais m'expliquer, et je vais ensuite essayer de tirer quelques conclusions, quelques conséquences de cette forme de défiguration du futur. Quelque part, on est dans une situation où il y a une forme de saturation des imaginaires du futur. Finalement, le futur, il a été représenté de toutes sortes de façons, et il y a deux œuvres qui m'ont pas mal interpellée dans les dernières années parce qu'elles représentent ces formes de défiguration. Tenet, qui est un film de Christopher Nolan. Moi, c'est le premier film que j'ai vu à la sortie du confinement. Donc je m'en souviens très bien. J'y suis allée un matin. Je veux absolument le voir. J'aime beaucoup Christopher Nolan. J'étais très intéressée par le film. Et c'est effectivement un film très intéressant, très sophistiqué. Ça se passe dans un univers de grandes entreprises, la CIA, de l'espionnage. C'est multisitué dans plein de pays. Enfin, comme souvent, cette esthétique vraiment sophistiquée de Christopher Nolan, mais qui a une particularité qui est d'évoquer le futur, mais de ne jamais le montrer. Donc peut-être que vous connaissez l'histoire, mais retenons que c'est, pour le dire vite en fait, c'est une situation dans laquelle le futur intervient directement. Donc il y a des formes de... Le futur vient attaquer le présent. Et donc par un mécanisme de physique où le temps se dilate et le temps se renverse, en fait, il y a une coprésence du présent et du futur qui est représentée dans le film avec différents dispositifs et dans lequel, en fait, des personnages qui viennent du futur reviennent et affrontent le présent pour essayer de modifier les conditions présentes de façon à éviter un cataclysme, une catastrophe qui est dans le film citée comme pire qu'une guerre nucléaire. Donc on ne sait pas ce qu'est cet événement, il n'est jamais figuré, le cataclysme est évoqué, mais tout l'enjeu du film est de modifier les conditions du présent, et c'est le futur qui s'invite dans le présent pour le faire. Alors il y avait déjà eu des tentatives de représenter comme ça l'arrivée, un futur qui attaque le présent. L'exemple le plus célèbre, c'est Terminator, et dans les 84, je crois, et qui représente dans le deuxième, qui est une scène vraiment très très spectaculaire de destruction de Los Angeles par un cataclysme nucléaire. J'ai mis à droite les photos il y a eu une très belle exposition sur les maquettes qui ont permis de figurer l'explosion et la destruction de Los Angeles, et ça c'est vraiment au cœur du dispositif du film. Le futur vient attaquer le présent, mais parce qu'il a été vraiment détruit et c'est montré. Ça ne l'est jamais montré dans Tenet. L'autre exemple que je trouve intéressant, c'est celui de William Gibson. Donc peut-être que vous êtes familier de Neuromancer. Neuromancer, c'est l'ouvrage qui a fondé un peu le cyberpunk. Le cyberpunk, c'est un terme que William Gibson invente, et qui est un peu l'univers dans lequel va se passer Matrix. Donc c'est un futur hyper technologique, là encore, avec beaucoup de détails matériels. Il y a vraiment tout un effort pour représenter cette culture matérielle. Et 30-40 ans après, il écrit une nouvelle trilogie, la trilogie périphérique, et qui, cette fois, en fait, là encore, défigure le futur. Donc l'astuce, c'est qu'il y a deux futurs dans Périphérique. Un futur proche qui est juste un prolongement de nos conditions actuelles, ce qu'il avait déjà fait, les Near Future Fiction, c'est vraiment, on imagine un futur, mais avec des conditions technologiques qui sont les nôtres, juste on radicalise un peu, on change un peu les paramètres. Donc ça, c'est l'action principale, et cette action, en fait, elle est là encore attaquée par un futur qui parvient, par un dispositif technique qui est donc un anneau, un périphérique, à revenir dans le passé pour là encore modifier les conditions du futur, ce deuxième futur qui, encore une fois, est un futur cataclysmique, catastrophé, mais là encore, la catastrophe n'est pas évoquée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'elle n'est pas représentée, elle est évoquée mais pas représentée, et à chaque fois qu'elle est évoquée comme une succession de petites catastrophes qui, mises bout à bout, ont fini par conduire à une destruction plus générale de l'humanité dans sa forme... dans la forme contemporaine, on va dire, qui serait la nôtre. Donc c'est vraiment pas une apocalypse sur le format nucléaire, mais c'est au contraire ce qu'on appellerait aujourd'hui dans le champ des infrastructures la boring apocalypse, l'apocalypse ennuyeuse. C'est-à-dire une multitude de foyers où ça casse. Voilà, ça casse et soudain, hop, il y a des effets de seuil et la situation se dégrade, mais sans qu'on sache vraiment d'où ça pourrait partir. Et donc dans ces narrations, ces fictions, je me suis dit, mais alors si on pense au territoire, est-ce que voilà, ce futur catastrophique, il n'y a pas de futur finalement pour les territoires?
Et ça m'a d'autant plus marqué que il y a une collègue anthropologue qui a travaillé sur ce que serait une forme radicale, finalement, d'absence de futur, de défiguration du futur, avec cette ville Oméga. Alors, la ville Oméga, c'est... je ne sais pas si vous êtes familier de la ville Oméga, qui est donc un terrain qui a été une série de terrains achetés par le Japon à la suite de Fukushima, qui vise en fait à délocaliser le Japon dans un autre territoire, donc au sud de Chennai, en Inde, dans le cadre d'une destruction de ce territoire. Alors je cite, parce j'en ai parlé hier et j'ai dit que je citerai exactement l'article du journal qui est cité par ma collègue anthropologue Mélanie Pavie, qui a fait un film sur ce projet de ville. Et elle cite cet article de journal. Donc le gouvernement japonais, en étroite collaboration avec des entreprises privées, va développer une zone résidentielle à grande échelle dans la banlieue de Chennai, dans le sud de l'Inde. Le projet consiste à exporter la ville tout entière, ainsi qu'un parc industriel pour les petites et moyennes entreprises, des centres commerciaux adaptés au goût japonais, un golf et un hôpital. La ville permettra d'accueillir 50 000 personnes. Ce sera le premier cas de développement urbain dans lequel sera exportée l'infrastructure d'une ville. Avec ses condominiums coûteux, faisant face à l'océan Indien, le projet consistera à créer une cité de haut standing dans laquelle les expatriés japonais pourront vivre avec leurs familles. Et à ce premier article s'en ajoute une série d'autres dans lesquelles se répète cette hypothèse selon laquelle cette ville en Inde, donc baptisée Oméga, la dernière, pourrait constituer in fine un refuge pour l'élite japonaise en cas de nouvelle catastrophe nucléaire, et donc potentiellement, comme je le disais, de disparition du Japon comme territoire habitable. Oméga, cité futuriste, hors sol, hybride entre nations, aboutissement SF de l'esprit de conquête de notre société et des conséquences désastreuses qu'il contient. Oméga, comme le dit Mélanie Pavie, arche de Noé moderne, au potentiel mythique, transportant avec elle vainement les éléments d'un Japon voué à disparaître. Oméga comme synthèse miniature des tensions communes et irrésolues à l'origine de la fondation de nos civilisations urbaines contemporaines, à l'origine de notre monde actuel. Comme en modèle réduit, cette ville à venir semble tendre un miroir de l'état du monde, écartelé entre désir de conquête et nostalgie des origines, entre volonté de maîtrise et recherche inapaisable d'un état du monde antérieur aux impacts de l'activité humaine. Alors il me semble que c'est un état un peu extrême de l'absence de futur pour nos territoires, que je trouvais pas très satisfaisante. Et je me suis dit, voilà, donc cette réflexion, c'est quelque chose qui est en train que je mène avec une collègue qui est basée au Japon, Sophie Houdard, qui a été la directrice de thèse de Mélanie Pavie. Et donc je suis allée marcher avec elle dans le Tohoku, qui est un peu l'équivalent du Cotentin japonais, et qui est donc l'endroit. Et d'ailleurs, il y a des collaborations. Là, hier, j'ai visité Flamanville je faisais partie du groupe de Flamanville. Et régulièrement, pendant la visite, on nous parlait de Fukushima et de ce que l'incident de Fukushima avait provoqué sur l'adaptation de Flamanville. Donc il y avait ce fantôme-là de Fukushima qui était comme ça présent et qui influençait la forme de Flamanville. Et donc je vais marcher dans ce Cotentin japonais et je suis frappée par cet escalier. Donc il y a un chemin de randonnée qui a été créé en collaboration entre les autorités locales et l'État national, l'État japonais, qui est le chemin de la randonnée du tsunami. Donc je n'ai pas marché dans la zone nucléarisée, mais la zone du tsunami, la côte. Et c'est un chemin qui volontairement, en fait, montre les destructions. Les séquences paysagères sont structurées autour de moments où on prend conscience de la destruction, mais aussi de la reconstruction. Donc c'est ce chemin, voilà, tout le chemin de randonnée vise en fait à permettre de voir les deux types de territoires. Donc la catastrophe qui a eu lieu et aussi ce qui se passe après la catastrophe, ce qu'on détruit, ce qu'on abandonne, les gens qui reviennent, les gens qui partent définitivement. Et les deux sont présents dans le paysage. Et ça, c'est un escalier qui, en fait, mène à un point de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est des mentions là, régulières qui sont en fait les tailles des vagues. Et on se rend compte là, à ce moment-là qu'on marche en fait, sous la vague régulièrement. Et la dernière vague, la plus haute, c'est une vague du 19e siècle. Donc la vague de 2011 n'était même pas la vague la plus haute, en fait, finalement, dans l'histoire des tsunamis depuis qu'on
Depuis qu'on les recense et qu'on les mesure, il y a déjà eu une vague plus haute. Donc finalement, parfois la catastrophe, elle a déjà eu lieu. Elle n'est pas seulement quelque chose qu'on attend, mais elle a déjà eu lieu. Et donc, dans ce temps qui manque, comme dirait Patrick Boucheron, il y a aussi du temps qui reste. Et c'est certainement là qu'il est intéressant peut-être d'essayer d'envisager des récits, même si on a beaucoup dit depuis 2 jours que peut-être il fallait arrêter de produire des récits et plutôt aller vers l'agir. Mais bon, il faut quand même essayer de se raconter des choses, et je vais essayer de poursuivre avec ça, et partir de cette idée que William Gibson dit le futur, en fait, il est déjà là. Simplement, il est inégalement distribué. Et j'aime bien cette idée parce qu'elle est hautement géographique, finalement. La géographie, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec nos lieux communs, c'est de montrer que c'est la coprésence de différentes situations et finalement parfois de futurs qui sont déjà advenus. Un futur où la catastrophe n'est pas encore là et on l'attend, un futur où la catastrophe est déjà advenue, par exemple, comme dans le cas du Tohoku. Et donc il y a différentes façons d'envisager ce futur. Et je vais continuer avec l'exemple de la Biennale de Venise, où j'ai étudié un peu en détail. Donc à partir du MIPIM, je me suis mis à étudier plus en détail les foires territoriales, et notamment la Biennale d'architecture et les expos universelles. Et la Biennale de Venise l'année dernière, la thématique c'était le futur de l'architecture. Bon, j'étais un peu circonspecte au début parce que je me suis dit, bon, est-ce que ça va vraiment être intéressant? Est-ce que finalement ça va être juste une gloire, enfin une foire à la gloire du geste architectural et à la fondation de nouveaux bâtiments, sans forcément de réflexion critique sur le geste architectural lui-même. Et j'ai été très surprise qu'il y avait une grande diversité de réponses, notamment dans les pavillons nationaux. Et donc quelques exemples de cela. Bon, la Biennale, vous êtes peut-être familier, donc ça se déroule dans plein d'endroits à Venise, et notamment donc, dans ce parc ouvert à la fin du 19e siècle, qui était d'abord un parc pour présenter les arts de chaque pays, et qui progressivement est devenu aussi une biennale de présentation des projets de la culture architecturale nationale. Bon, il y a une grande diversité de projets, mais j'en ai retenu quelques-uns qui présentaient des futurs possibles sur la pratique architecturale. Et il y avait une grande diversité de propositions, ce que j'ai trouvé assez intéressant. La première proposition, c'était celle de l'Autriche. L'Autriche qui, bizarrement, dans son pavillon, ne montre que des cartes de Venise. C'était basé, donc, ça s'appelait Participation. Et donc les architectes autrichiens sont allés interroger en détail les pratiques, recueillir des témoignages de pratiques des Vénitiens et de leur rapport avec la Biennale, pour découvrir en fait que il y a une culture de la transgression et qu'un des jeux des adolescents notamment, c'est de passer le mur du parc de la Biennale pour rentrer dans la Biennale quand la Biennale n'a pas lieu. Et donc sur cette base, les Autrichiens ont proposé en fait de relier la Biennale et la ville, et se faisant avec un pont qu'on voit à droite, et donc se faisant de dire que le futur de l'architecture, finalement, c'est une réponse au contexte. C'est une réponse technique à un contexte qu'on a diagnostiqué, à des pratiques qu'on est venu recueillir, à partir desquelles on propose un aménagement. Alors cet aménagement, évidemment, a été refusé pour des raisons de sécurité, et donc finalement, les Autrichiens ont construit une moitié de pont qui s'arrête au niveau du mur. En face, enfin pas très loin des Autrichiens, les Allemands. Alors c'était intéressant, les Allemands, ils ont refusé de construire. On était en 2023, ils ont dit, moi je rentre, et puis ah non, c'est le pavillon de 2022, donc je suis très étonnée. En fait, ils ont refusé de construire un pavillon en disant non, le futur de l'architecture, ça n'est plus de construire, c'est d'inventorier. C'est de faire des banques de matériaux, du réemploi. Et donc, pour ça, de faire de compter, de décrire, de ranger, de faire cette base. Donc, ils ont mobilisé plusieurs écoles d'architecture allemandes pour faire cette banque de matériaux. Et donc, toute la journée, là, les étudiants, les enseignants, ils démontaient le pavillon précédent pour réutiliser les matériaux. Voilà à quoi ça ressemblait, la banque des matériaux. Alors ensuite, à l'opposé de tout ça, il y a eu le pavillon polonais que j'ai trouvé très intéressant. Alors c'est coloré, on dirait du Bauhaus, voilà, c'est une structure géométrique, on pouvait rentrer dedans, c'est un peu comme un labyrinthe, il y avait une petite plateforme, voilà, et très géométrique, très abstrait. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? En fait, chaque couleur est une ville. Donc il y a peut-être Hong Kong, Varsovie, New York, Paris, et pour chaque ville, c'est la représentation d'une centaine de jeux de données.
Donc c'est les mêmes jeux de données pour chaque ville qui sont représentés dans une forme géométrique, qui sont projetés, donc je parle de données démographiques, économiques, et ça donne ces structures. Donc l'architecture matérielle est entièrement le produit de l'analyse des données. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, parfois il y a 2 petites barres, et en fait ça représente aussi les erreurs dans les jeux de données. Il y a eu voilà, tout un jeu pour montrer que ces jeux sont loin d'être parfaits. C'est très intéressant parce que c'est à l'opposé complètement de l'Autriche. Là, il n'y a plus aucun contexte en fait. Ce que ça dit de l'architecture, en tout cas comment ça imagine le futur de l'architecture, c'est valide évidemment pour l'aménagement aussi. C'est une réponse qui n'est adossée qu'à des analyses de jeux de données. Et l'architecture, l'urbanisme deviennent finalement des gestes qui sont produits par ces structures et ces analyses de données massives. Et enfin, la Roumanie, intéressant, puisque le pavillon roumain avait présenté la représentation du futur en Roumanie dans les années 80. Donc toutes sortes d'alternatives, des sortes de futurs non advenus qui étaient présentés avec des artefacts autour de grandes thématiques, notamment la mobilité. Voilà, donc il y avait plein de petites voitures qui étaient montrées avec des technologies différentes et alternatives aux moteurs thermiques. Donc ce que ça me conduit à peut-être à développer, enfin ce à quoi ça me fait penser plus simplement, c'est cette cohabitation comme ça de futurs possibles. C'est pas nécessairement des grands récits, mais juste des possibles. Voilà, peut-être que au lieu de parler de récits, on peut parler de possibles et de se dire qu'il y a différents possibles imaginables. Et cela me ramène à ce travail de Eric Olin Wright, qui est un sociologue nord-américain, qui a longtemps été président de l'Association des sociologues américains, et qui a écrit ce livre, traduit assez tardivement en France, Utopie réelle, Envisioning Real Utopias. Bon, il y a toute une partie théorique où il cherche à fonder vraiment théoriquement la nécessité de repenser les utopies à partir des conditions réelles. C'est tout à fait intéressant, mais ce qui m'intéresse plus, c'est la façon dont ensuite il a fait des petites chroniques d'utopies existantes. Alors c'est très ancré dans la social-démocratie. On a évoqué tout à l'heure les budgets participatifs, Porto Alegre aussi, et l'utopie du local comme des éléments aujourd'hui qui certainement posent question, mais qui étaient en fait, au moment où Eric Olin Wright écrit, des sortes de futurs souhaitables, des réalisations d'une forme plus démocratique, plus progressiste de la politique. Et donc il chronique différentes initiatives, donc notamment budget participatif, revenu minimum universel, etc., très ancré donc dans la social-démocratie, dans une forme contemporaine aussi, très en lien avec l'économie sociale et solidaire. Mais il propose une méthode. C'est ce que je trouve très intéressant, et je trouve que c'est intéressant de revenir à Eric Olin Wright pour cette méthode qui est celle d'imaginer, d'être un peu normatif, et donc d'imaginer comment... Alors c'est de la science-fiction, mais très ancrée dans les conditions actuelles, dans les conditions, on va dire, réelles, et on fait changer un peu les paramètres, on réorganise, un peu comme le propose le pavillon allemand, pour arriver à changer le futur, à avoir une action sur le futur en réorganisant le présent. Dans un entretien avec Rasmig Köseyan, Eric Olin Wright s'explique sur sa revendication de faire des sciences sociales émancipatrices, et qui me semble être encore un horizon souhaitable. Loin d'être une simple notion critique, l'émancipation est une notion horizon. Elle enveloppe les valeurs politiques qui sous-tendent les analyses du monde social capitaliste et permet ainsi d'y révéler et d'y contester les différentes oppressions qui le structurent, et partant de proposer des alternatives qui les limitent, voire les suppriment. Pour lui, aujourd'hui, une bonne partie des théories que l'on appelle critiques se caractérisent par leur pessimisme, en ce qu'elles n'incluent pas de volet normatif, orienté vers la construction d'une société juste, et pour reprendre un des termes du colloque, vers l'agir. Une perspective émancipatrice part de la critique de l'existence, ce que nous faisons, ce que nous avons fait depuis 3 jours, mais y ajoute cette dimension constructive qui semble très importante. Voilà. Donc dans les alternatives et dans ces futurs possibles, à ces différents futurs possibles, le dernier objet que j'étudie, ce sont donc les expos universelles et ce que j'appellerais les rétrofuturs. Bon, là encore, j'étais un peu circonspecte. En fait, je trouve que c'est un objet vraiment très intéressant. Et donc, c'est une enquête qui est en cours qu'on est en train de mener, disons, et qui sera publiée vers 2026, voilà, qui sera une histoire urbaine des expositions universelles. On va regarder à la fois comment les expos universelles
changent la ville, comment elles permettent de préfigurer une ville nouvelle, comme ça c'était le cas à Montréal, ça a été évoqué hier en 1967, c'est toute une île qui est restructurée. Ou alors comment, dans le cas de New York en 1939, là encore c'est un futur, c'est pas un morceau de ville qui est conçu, mais c'est plutôt une préfiguration de la ville de demain. Donc c'est toutes sortes de technologies et puis de formes, on retrouve le dôme qui serait une représentation comme ça de ce que sera la ville dans le futur. Mais il y a d'autres usages, on va dire, des expositions universelles qui conduisent pas forcément à imaginer une ville radicalement différente et utopique, mais plutôt de restructurer la ville. Et c'est le cas des 6 expos universelles parisiennes qui ont progressivement restructuré l'ordre monumental de l'Ouest parisien et qui sont venus en fait se rajouter, restructurer, rajouter quelques bâtiments. Les pavillons viennent comme ça produire un morceau de ville, mais in situ. Et le troisième usage, on va dire, la troisième relation des expos universelles avec la ville, qui est moins connue, c'est dans les expos universelles que se construit en partie une mémoire urbaine, une mémoire du patrimoine urbain, et qu'émerge le souci de patrimonialiser d'abord par la reconstruction et ensuite par la protection des morceaux de ville qu'on trouve remarquables. Donc il y a par exemple à l'expo de 1889 la reconstitution d'une rue du Caire, donc c'est un morceau de ville du Caire, donc évidemment c'est la grande période de l'orientalisme, et qu'on fait venir à Paris et qu'on fait reconstruire. À Bruxelles en 1910, l'exposition universelle va servir à construire tout un parcours patrimonial qui était inexistant auparavant, et donc d'identifier un peu des hauts lieux architecturaux qu'on souhaite maintenir, qu'on souhaite protéger dans la ville. Et ensuite, l'exemple que je trouve très intéressant, c'est celui du pavillon du Japon à Vienne en 1873, qui va avoir un miroir au Japon. Donc il y aura un pavillon à Vienne, il y aura un pavillon au Japon. Et dans ce pavillon, en fait, pour la première fois, seront collectés des objets qui représentent toutes les régions et les compétences d'artisanat des différentes régions japonaises. Ce qui est intéressant, c'est que ce pavillon, oui, merci 10 minutes, ce pavillon va être ensuite rapatrié à Tokyo et donnera lieu au premier musée de ce type, c'est le musée national japonais. Voilà. Élaboré donc dans l'expo universelle de Vienne. Alors les futurs possibles continuent en fait. L'expo c'est encore aussi un site à partir duquel penser des futurs urbains possibles et des formes de divergence, d'opposition, de coprésence de différents types de futurs. Par exemple Riyad 2030 qui va être une expo universelle comme Dubaï, très figuratif d'un futur technologique, comme Osaka 2025 l'année prochaine, dont la thématique est la survie de l'humanité, la technologie au service de la survie. Osaka 70, c'était l'harmonie, la paix des peuples. On a fait du chemin depuis, et c'est plus les mêmes thématiques qui nous obsèdent. Et par opposition donc à Riyad, Berlin 2035, je trouve très intéressant, puisque là l'idée, pourquoi est-ce que c'est cette image qui est présentée pour le projet? C'est parce qu'en fait l'idée c'est de ne rien construire pour Berlin, mais de mettre les pavillons dans des bâtiments déjà existants. Et ça c'était le projet alternatif pour Osaka. Osaka c'est une ville décroissante. Et donc, une des possibilités, au lieu de construire une île dédiée au tourisme, ça aurait été d'utiliser les dents creuses, les bâtiments, les vides de la ville pour structurer l'expo universelle et ensuite faire de ces pavillons des centres de services ou de ressources, par exemple, au service de la population locale. Bon, ça n'a pas marché, c'est un autre choix qui a été fait, mais il a été repris pour Berlin. Et donc, il dit aussi ces futurs possibles et que voilà, il y a différents futurs territoriaux qui sont portés par ces outils que sont les expos. Alors, je termine. En conclusion, il nous restera peut-être quelques minutes pour des questions ou même des témoignages, des partages d'expériences, parce que moi, c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est de voir comment les futurs sont réalisés au niveau local. Alors en conclusion, Arrested Development Local. Peut-être qu'il est temps de cesser de parler du développement local, ou en parler différemment peut-être. Derrière le développement local, il y avait peut-être une idée de trajectoire un peu universalisante qui pouvait poser problème ou être démobilisatrice pour l'action. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de passer à une autre
Alors un autre grand récit, je ne sais pas, un horizon, je ne sais pas non plus, mais peut-être un autre terme qui pourrait décrire aussi la suite et qui serait l'adaptation. Est-ce que c'est un nouveau changement de régime, et est-ce qu'au-delà du fantasme de la géo-ingénierie, du néo-mentalisme nourri de la crainte de nos épuisements et de nos dépendances, il ne faut pas aussi regarder les transitions au concret telles qu'elles se font? Et ça, ce sera l'objet d'un numéro de revue auquel j'ai contribué, publié par les Annales des Ponts et Chaussées, qui va sortir en novembre et qui s'appelle « Au pied du mur » et qui réunit des chroniques de transition. Donc loin des discours un peu peut-être généralisants ou qui se situent à une échelle parfois démobilisatrice. Je pense au rapport de la Cour des comptes cette année qui dit par exemple on ne va pas assez vite, et qui fixe des objectifs qui paraissent toujours plus lointains et irréalisables. Est-ce que ça finalement ça ne cache pas aussi des initiatives très concrètes qui sont en train d'arriver et qui méritent tout autant d'être décrites, qui peuvent aussi constituer des récits pour un futur souhaitable? Alors, pour conclure, cette fois définitivement, je vais conclure avec un auteur que j'aime beaucoup et je suis contente de le citer. C'est Jean-Louis Cohen, qui, dans son étude des futurs urbains pour l'exposition qui avait eu lieu sur les visions du futur en 2000 au Grand Palais, dit la chose suivante. Les représentations de la ville du futur élaborées au cours de ce demi-siècle ne se réduisent pas à une alternative entre machines froides et territoires bien rangés. D'autres visions proposent moins des images fixées, dont la réalisation détaillée serait indispensable à l'identité du projet, que des repères visuels pour des processus graduels de transformation. La plus significative des démarches pragmatiques est celle de Patrick Guedes, qui, dans les premières années du XXe siècle, oppose à toutes les utopies impossibles à réaliser la notion d'utopie ou transformation prudente et négociée des villes existantes, dérivant de leur observation attentive. Tout autant qu'un regard différent sur l'usage et les espaces, sa problématique suggère une autre prise en compte du temps. C'est par un processus graduel de modification que les découpages sociaux et spatiaux s'ajustent et non dans une rupture cataclysmique. Dans cette démarche, l'avenir n'est pas concentré en un projet préconçu, mais se construit dans un mouvement capillaire et organique. Je vous remercie. Merci beaucoup Martine. On a le temps pour prendre 2 questions. Donc je vous propose de lever la main si vous avez envie de poser ou de réagir, de poser une question, de réagir aux propos de Martine. Ou non. Ou non. Bonjour. Je voulais savoir quel regard vous portiez sur les JO de Paris, du point de vue de la non-construction, justement, de la moindre construction possible. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour mutualiser? Je vois 2 personnes. On prend les 3 questions et Martine, on te donnera la main pour répondre aux 3 propositions. Non, moi, ce n'est pas vraiment une question. C'est pour dire que l'idée que la catastrophe a déjà eu lieu me paraît assez intéressante. Oui, juste une question. Merci Martine pour ta présentation. Une question, pour le coup, tu nous as parlé de futur, de lieux où ces futurs s'élaborent. Et j'imagine que, vu tes travaux antérieurs, que tu dois être là-dessus, c'est la question de qui sont les entrepreneurs de ces futurs. Qui sont les acteurs qui les portent. Et en particulier, on voit que c'est souvent des acteurs privés. Voilà, qui défendent, dont les futurs projetés sont aussi des futurs dans lesquels leurs entreprises sont plus rentables et sont bien positionnées. Donc voilà, une question sur sur qui sont les entrepreneurs du futur dans tes réflexions. Oui, merci. Merci. Alors, pour les JO, j'ai pas vraiment d'avis. J'ai participé à un programme de recherche pour lequel j'avais étudié comment les JO transforment plutôt les conditions réglementaires locales. Mais après, sur les choix de construction, après je m'avance peut-être un peu, hein, mais je ne connais pas en détail, mais ça ne m'avait pas l'air très radical, hormis l'usage. Enfin, après, je ne sais pas, il y a peut-être des technologies qui ont été utilisées localement qui montrent une forme d'innovation,
mais moi, j'ai pas le détail en tête. Je peux pas vraiment en parler avec de façon différente. Pour moi, c'est plutôt un exemple quand même assez classique en fait dans la façon dont ça a pensé l'aménagement, il me semble. Hein. Mais, donc ça, c'est voilà pour les JO. En ce qui concerne la catastrophe qui a déjà eu lieu, voilà, moi, parfois, elle a eu lieu déjà, voilà. Et effectivement, on ne peut pas, voilà, penser comme ça. Alors sur les entrepreneurs du futur, 2 éléments de réponse. La première, c'est étudié en partie par des collègues sociologues ou économistes, mais qui font plutôt de l'économie institutionnelle, donc qui travaillent beaucoup sur la notion de contrat. C'est aussi ces réflexions, elles découlent aussi de leur réflexion, qui est une réflexion vraiment sur le futur et sa contractualisation, et comment la finance, l'industrie financière, repose en raison de son rapport très singulier au risque, puisque c'est un rapport vraiment de minimisation complet, en tout cas une tentative de minimisation, finalement il y a une institution du futur par le contrat qui est poussée à des niveaux de technicité très sophistiqués aujourd'hui. Donc l'industrie financière, c'est un acteur qui détient et qui détermine en grande partie le futur, et ça c'est étudié par des collègues, notamment pour la production urbaine. C'est une idée que je trouve très intéressante, et quelque part, pour moi, Tenet, c'est un peu l'illustration de ça. C'est quand le plan ne marche pas, finalement, on renvoie le futur pour essayer de changer le plan, pour essayer au maximum de ne pas avoir ce risque qui se réaliserait dans le futur. Après, une fois qu'on a dit ça, je trouve qu'on n'a pas tout dit, parce que le privé, c'est pas seulement les entreprises, mais c'est aussi, déjà, c'est pas que les entreprises capitalistes, actionnariat, c'est aussi des coopératives. Cet été, on en a eu un bel exemple avec Duralex. Le futur, il peut aussi ressembler à ça. Il peut aussi ressembler à des coopératives énergétiques, des associations énergétiques qui créent du commun. Ça, pour moi, c'est aussi une forme de futur. Et pour ça, il y a un livre que je trouve très intéressant, c'est Humus de Gaspard Koenig. Je vais faire une intervention avec Gaspard le mois prochain à Saint-Dié. Et là, je suis en train de relire le livre pour ça. Et il est parti en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est de façon fictionnelle une représentation des différentes formes du libéralisme. Depuis un libéralisme high-tech, de start-up, très privé, avec une forte très intensif en termes de capitaux mobilisés, et puis de l'autre, au contraire, des formes plus fédéralistes, décentralisées, anarchistes, en fait, finalement, mais qui incarnent une autre phase du libéralisme. Donc oui, le futur, il est certainement privé, pas que, mais même à l'intérieur de ce qu'on appelle de façon générique le privé, il y a aussi une forme de diversité, d'arrangement, qui, là encore, moi, me semble intéressant à documenter, sous forme fictionnelle d'ailleurs, ou sous forme de récit, de compte-rendu, plus classique qu'on est habitué dans les sciences sociales.